Salut les meufs, salut les mecs, bonsoir à tous. Bienvenue pour le troisième épisode de cette nouvelle série d'émissions cool consacrée à la conscientésie. Après avoir parlé de conscient et d'inconscient dans le deuxième épisode, cette fois-ci, nous allons aborder dans ce troisième opus le mental, la puissance du mental, puisque dans la conscientésie, le mental serait créateur de réalité, la conscience, serait créatrice de réalité. Donc, comment peux-tu donc faire la jonction, si je peux m'exprimer ainsi, entre le mental et la conscientésie? Bon, déjà là, on parle de puissance. La puissance, rappelle-toi, dans un être conscient, on a défini ce qu'on appelle le conatus. Tout être conscient cherche à être, persister dans l'être et augmenter sa puissance d'être. Et ça veut dire quoi, augmenter sa puissance d'être? Ça veut dire augmenter sa capacité à être plus. Or, pour être plus dans un monde dans lequel c'est ta conscience qui produit la réalité, ça consiste à conscientiser ta part d'inconscient. Donc si par exemple, nous sommes dans un monde dans lequel c'est ta conscience qui produit la réalité, si tu arrives à conscientiser le fait que tu produis cette réalité, alors tu es beaucoup plus maître de ta vie. Donc d'accord jusque-là? À partir de là. Tout à fait. Donc plus je suis conscient, plus je suis puissant. Qu'est-ce que la puissance? Alors souvent les psys là ils disent que la toute-puissance, cette volonté de toute-puissance, là d'être Dieu, est un symptôme psychologique qu'ils assimilent au schizo par exemple. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Donc cette volonté de toute puissance d'être Dieu, c'est considéré comme quelque chose de négatif par les psys. Moi je considère que vouloir la toute puissance, c'est simplement vouloir retrouver qui on est au fond de soi. C'est avoir la puissance d'être soi. C'est pas la toute puissance pour écraser l'autre, c'est la toute puissance de ce que l'on est vraiment au fond de soi. Ça c'était un point. Ensuite, tu me parles de toute puissance, tu voulais le lien entre la conscientésie et la puissance, c'est ça? En fait, je parlais de la puissance, non pas de notre toute-puissance, mais de la puissance du mental. La puissance du mental. Quand tu parles de puissance du mental, ça veut dire qu'est-ce que le mental est capable de faire. Et en gros, tu es en train de me dire que plus on est puissant mentalement, plus on est capable de faire plus de choses avec son mental. Voilà. Donc bon, il y a la puissance mentale qui est intellectuelle, cognitive, rationnelle, logique, et il y a la puissance mentale émotionnelle aussi, ressentie. Moi, je parlais plus du mental tel que le conçoivent par exemple ceux qui pratiquent la concentration, le yoga. Or, on a parlé du conscient, on a parlé de l'inconscient. À partir du moment où justement on aborde ce qui me semble un troisième volet, la puissance du mental, du cerveau, de la concentration, puisque tu affirmes donc qu'en conscientésie, c'est la conscience qui crée la réalité, je reste de ton point de vue, et bien dans ce cas-là, on peut considérer qu'une personne qui a un plus fort mental, une plus forte concentration psychique, tel qu'un grand maître yogi par exemple, pourrait, en conscientésie, créer plus de réalité qu'une autre. Voilà. Pourrait plutôt être... Tout le monde crée toute sa réalité. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Tout le monde, absolument tout le monde, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, crée la totale réalité. Nous sommes ensemble en train de créer toute notre réalité. Le truc, c'est qu'effectivement, on le fait de façon inconsciente ou consciente. Et justement, la conscientésie, c'est de conscientiser le fait qu'on est créateur de notre réalité. Donc effectivement, à partir du moment où on peut prendre conscience du fait que c'est nous qui créons notre réalité, on a beaucoup plus d'influence sur elle, ça c'est un fait. Mais après, toi, tu as été pilote d'avion, par exemple. Oui, je mets ça. J'imagine qu'il faut une concentration extrême pour pouvoir... Enfin, je sais pas, j'imagine, en tout cas, pour pouvoir contrôler un avion, j'imagine qu'il faut vraiment une concentration... Il faut être extrêmement rigoureux, concentré sur ce qu'on fait, etc. On ne peut pas avoir les idées qui vont ailleurs, j'imagine. Non, en fait, quand on est dans des phases telles que le décollage, l'atterrissage, même quand on est dans ce qu'on appelle des zones contrôlées aux alentours d'un aérodrome, on doit vraiment être concentré et vraiment regarder, faire attention à tout. Après, tu peux très bien, pendant une heure, ne rien branler si tu suis une nationale. Oui, parce que vous avez le pilote automatique aussi. Même, il n'y a pas beaucoup de choses à faire en plein vol, c'est dans les phases bien précises qu'il faut être effectivement très concentré. Le gars qui n'est pas capable de se concentrer pendant un quart d'heure, 20 minutes d'affilée sans interruption, il vaut mieux pas qu'il essaye. D'accord, ouais, donc tu es d'accord avec moi dans le fait que plus tu arrives à conscientiser ton environnement pendant ces phases spéciales, plus tu arrives à prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi, et plus ta puissance de contrôler l'appareil est forte. Après, je peux pas te dire par rapport à ce que tu développes. Oui, d'accord. Je suis pas en train de dire qu'en conscientésie, on va contrôler l'avion à distance.
Non, non, mais bon, On après, peut, on peut à terme, mais c'est toi qui estimes qu'effectivement la conscience crée et modifie la matière. Donc je pourrais imaginer qu'en conscienthésie, je vais vouloir qu'il n'y ait pas un grand cumulonimbus d'orage devant moi et que hop, il n'y aura plus de cumulonimbus. Malheureusement, je n'ai pas remarqué que ça marche. à terme, celui qui arrive vraiment à conscientiser la chose au maximum, oui, il peut. Mais on n'en est pas encore là. Pour moi, nous sommes des dieux en devenir, si tu veux. Nous sommes des bébés dieux qui apprenons justement à créer notre réalité. Nous sommes partis de l'impuissance totale, justement, tu parlais de puissance. Nous sommes nés dans l'impuissance totale. Nous sommes dans un monde fait de matière qui divise, qui confronte, dans lequel, à chaque fois qu'on a un désir, eh bien, il y a une cause extérieure qui nous empêche de réaliser ce désir. Il y a une confrontation permanente avec le monde extérieur. Et le tout est de retrouver que nous ne sommes pas en confrontation avec ce monde extérieur, que nous sommes celui qui crée cette confrontation extérieure. Nous sommes les créateurs de ces confrontations extérieures, nous sommes les créateurs de la météo. Pour moi, la météo est issue de la conscience globale de l'humanité. Quand tu parles de bébé Dieu comme ça, bon, ben, si tu abordes à nouveau ce genre de domaine, tu sais qu'il y a des personnes qui sont athées, que pour eux, la religion, ce sont que des falaises. Oui, bah alors moi je ne crois pas en Dieu des religieux. Hein. Quand je dis Dieu, je parle de la conscience universelle. Je considère que toute cette réalité est produite par la conscience. Et ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on me dit, Dorian, l'être suprême, c'est religieux. Non, un être suprême, un être conscient suprême n'est pas religieux du tout. Je peux te donner un exemple. Nous sommes tous les deux des êtres conscients. Chacun de nous voulons être, persister dans l'être et augmenter notre puissance d'être. Toi, moi et n'importe quel être humain. C'est le principe de tout être conscient. Un ensemble d'êtres conscients, si on cumule leur conatus, forme aussi un être conscient. L'humanité tout entière veut être, veut persister dans l'être, veut augmenter sa puissance d'être. L'humanité forme un être conscient. Donc je ne vois pas à partir de quand on peut arrêter de réfléchir à l'être conscient. Je peux augmenter encore. Dans tout l'univers, je peux prendre l'ensemble de tous les êtres conscients de l'univers, ça va me former un être conscient. Le tout est un être conscient suprême qui veut être, persister dans l'être et augmenter sa puissance d'être. Je ne vois pas en quoi, d'un point de vue rationnel, je pourrais m'interdire de penser ça. Mais justement, le fait que tous les êtres qui sont individualisés puissent être réunis et former un seul être supérieur, on rejoint la religion. Pour un athée, c'est invraisemblable. Pour un religieux aussi, ce que je dis est invraisemblable. Je me fais insulter par les religieux sans arrêt. Donc, et par ailleurs, ne crois-tu pas qu'il y a une petit détail, je vais rentrer dans ton point de vue vraiment à fond. Ok, imaginons que, comme tu le prétends, le conscient, donc la conscience, donc crée la matière et pas l'inverse. Mais tu reconnais qu'on est tous des êtres humains où chacun peut créer sa petite part de matière. Donc si chaque être conscient peut créer une petite matière, vu que tous les êtres humains vont créer des tas de matières souvent contradictoires, ne peut-on pas arriver au raisonnement inverse, à savoir que finalement personne ne crée rien, et puis il y a tellement de masse de gens qui créent une petite réalité que finalement il n'y a rien qui est créé, et que finalement notre petite part individuelle ne sert à rien. C'est très intéressant comme question parce que en réalité, ce que je pense, c'est que nous nous connectons en fonction de nos croyances. C'est nos croyances qui forment cette réalité. C'est-à-dire que si je suis en relation avec toi actuellement, ça veut dire que j'ai les mêmes croyances que toi quasiment. J'ai la même croyance du fait que ce briquet est un briquet. Sinon, nous ne pourrions pas être en communication tous les deux. C'est-à-dire que dans l'univers, tous les êtres conscients se connectent avec les autres êtres conscients qui ont les mêmes croyances. Et donc c'est en développant des croyances communes qu'on crée un monde commun. Mais c'est déjà une croyance que de croire que les personnes se connectent les unes aux autres. Oui, tout comme c'est une croyance que de croire que c'est la matière qui produit la conscience. Donc, absolument. C'est une croyance aussi des scientifiques. Tu es là pour nous l'exposer. Et oui, moi ce que j'aimerais, c'est, je considère encore une fois que les sciences ont posé comme axiome fondateur implicite le fait que c'est la conscience, que la conscience est produite par la matière, que c'est la matière donc qui produit la conscience. Moi je considère que c'est un axiome qui n'a pas été démontré. Par définition, un axiome ne se démontre pas. Donc ils l'ont posé comme ça. Ils se sont dit, bon, bah, c'est logique. Allez, j'ai la sensation d'une chose extérieure à moi, j'ai la sensation d'un univers extérieur à moi, donc bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi. Oh, super, pas de démontrer. C'est très simple de faire comme ça. Et moi je considère que non, c'est faux. Comme dans les rêves, encore une fois. Dans un rêve, je crois qu'il y a un monde extérieur à moi. J'ai la sensation d'un univers extérieur à moi. Je peux te toucher pareil dans les rêves. Je peux te soulever ta casquette dans les rêves pareil. D'ailleurs, hier, j'ai rêvé de toi. Et du coup, ce n'est pas une preuve. La sensation n'est pas une preuve d'un extérieur.
C'est pas parce que j'ai la sensation de quelque chose d'extérieur que c'est une preuve qu'il y a quelque chose d'extérieur. Tout le monde peut le comprendre, un enfant de 3 ans peut le comprendre. À partir de là, à partir du moment où je sais que mes sensations ne sont pas une preuve d'un monde extérieur à moi, je n'ai aucune raison de considérer qu'il y a un monde extérieur à moi. Et tout le paradigme de pensée de la conscienthésie, c'est ça. C'est renverser son cerveau, s'il existe, en tout cas il existe dans cette réalité que nous créons, de renverser le paradigme de pensée que nous avons tous dans ce cerveau, et de voir le monde à partir d'un autre axiome, celui qui consiste à dire la conscience produit la réalité. Et là, je me considère comme une sorte de cosmonaute, si tu veux, de cosmonaute de la conscience. Et je cherche d'autres personnes qui veulent explorer avec moi la conscience. J'aimerais que tous ensemble, on adapte ce paradigme, au moins temporairement. On peut faire une expérience de pensée structurelle temporaire. On n'est pas obligé de se dire « Ah, je configure mon cerveau pour y croire et du coup j'y crois à vie ». Non, tu choisis. Moi, quand je veux tester quelque chose, donc il y a 2 modes pour savoir quelque chose. Ça, c'est important. Il y a douter pour savoir. Ça, c'est la méthode de la science. Je doute, et je doute jusqu'à savoir. C'est-à-dire que j'essaie de faire les contre-preuves de ce que je crois pour vérifier si ce que je crois est vrai. Si j'arrive pas à trouver de contre-preuves, bon bah là, on peut se dire qu'on peut tendre vers quelque chose de vrai, tu vois. On essaie de démonter le truc en science. C'est comme ça le principe. Hein. Enfin, je sais pas si tu veux... Absolument. Donc, bon, il y a aussi une autre méthode. Si c'est la conscience qui produit la réalité d'apparence extérieure à soi, il n'y a pas d'autre choix que de croire pour savoir, pour ensuite douter pour savoir. En science, il y a des choses qui sont effectivement tellement bien démontrées, contrairement à d'autres, qu'on n'a plus besoin, effectivement, puisque dans ce cas-là, on sait ça a maintes fois été prouvé. Par exemple, eh bien, tous ceux qu'on appelle les platistes, qui croient lamentablement que la Terre est plate, bon, il est bien évident que ça a été maintes fois démontré et qu'on le sait. En revanche, la théorie de savoir si finalement l'univers est fini, infini, ou effectivement s'il va s'arrêter à 13 milliards 8, quand on aura un peu augmenté les lentilles, qu'est-ce qu'on verra? Là, par contre, c'est vrai que rien n'est prouvé, et dans les 2 cas, on peut douter. Oui, donc il y a 2 camps. Il y a les partisans de la rondette plate et les partisans de la planète ronde. Moi, je me pose pas dans ces... Je suis pas là-dedans du tout, en fait. Je suis absolument pas dans ces conflits. Souvent, on me dit, mais Dorian, tu vois pas que c'est le vent qui pousse tes feuilles à rouler qui pendouillent dans le dehors et les feuilles de bambou qui pendouillent dehors? Je leur réponds, mais vous croyez que j'ai pas vu qu'il y avait le vent? Non mais... Les gens, ils croient que je vois pas le vent. C'est pas ça du tout que je veux montrer. Je veux pas montrer que moi, je peux créer une réalité en dehors de ce monde d'apparence extérieure à moi. Ce que je veux montrer, c'est que nos croyances produisent la réalité, que nos intentions produisent la réalité. Donc, dans un monde où tout ce qui est extérieur est l'ensemble de nos croyances. Si j'ai envie, si je crois qu'une feuille à rouler que je laisse tomber par terre, ça a dû arriver à tout le monde, quelqu'un qui fume, ben, il fait tomber une feuille à rouler, et comme un con, au moment où il veut ramasser la feuille, eh ben, elle s'en va. Alors que pourtant, tout le reste du temps, elle ne bouge pas. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que la conscience universelle va s'adapter à nos croyances. Si je suis persuadé que comme je suis un malchanceux, alors que j'ai fait tomber ma feuille à rouler, et que je veux la rattraper, et que je suis persuadé qu'elle va partir au moment où je vais la rattraper, elle va partir. Et la conscience universelle va créer une réalité qui va permettre de concrétiser cette croyance. Et comment elle le fait? Elle utilise d'autres croyances qui sont déjà présentes dans ton esprit. Tu crois que pour qu'une feuille à rouler s'envole, il faut du vent. Du coup, elle va te faire le vent. Elle va te mettre le vent. L'univers donne toutes les ressources nécessaires à n'importe quel individu pour réaliser les croyances des gens, pour concrétiser les désirs inconscients. Parce que finalement, quand on croit qu'on est malchanceux, etc., c'est un désir inconscient. J'ai le désir inconscient d'être malchanceux. J'ai le désir inconscient que quand je veux ramasser ma feuille à rouler qui vient de tomber, eh bien elle s'envole. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce serait un désir inconscient automatiquement, Passif. mais il est possible, effectivement. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, de toute façon, il ne faut pas parler de ça, ça va apporter malheur. » Voilà. Alors effectivement, tu peux te dire que simplement la personne, elle est réellement convaincue que si, je prends l'exemple d'un billet de banque par terre, je veux le ramasser, je me dis, attends, de toute façon, tu n'as tellement pas de chance qu'il va s'envoler. Dans ce cas-là, tu penserais que c'est le fait d'avoir dit ça qui va précisément le faire dégager. Le fait d'y croire. Mais par contre, je peux être sincèrement convaincu qu'il va s'envoler sans pour ça vouloir qu'il s'envole. Je prends ma zone. Je parle de désir passif. Le fait qu'on se dise
je suis un malchanceux, c'est un désir passif. Non, c'est pas un désir passif, mais c'est l'expression peut-être d'une réalité qui va créer, dans tout ce que tu dis, une réalité non voulue. Oui. Et donc, le problème, c'est que si c'est ta conscience qui produit la réalité, toute croyance, même si elle est négative pour toi, est un désir. Et la conscience universelle va réaliser ton désir. Donc, même si tu veux pas que ça se passe, rien que le fait de ne pas vouloir que ça se passe, ça le crée. Oui, mais ce n'est pas un désir dans ce cas-là, c'est simplement... C'est une demande. Non, ça peut C'est une demande implicite, inconsciente. Ça peut être passive. simplement une croyance. Oui, Une croyance que malheureusement, mais tu ne le veux pas. évidemment. Si je J'ai pense pas dit que le j'étais contraire. de me faire écrabouiller, je ne le veux pas. Oui. C'est pas une demande implicite. Par Si. contre, la question est de savoir si effectivement le fait que je pense à me faire écraser va précisément me faire écraser. Bah C'est oui. là qu'on rejoint ta conscience désir. Ben oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois une chose, si tu adoptes le paradigme de pensée dans lequel c'est ta conscience qui produit la réalité, si tu crois en une chose, c'est comme le vouloir. C'est kiff-kiff. Croire et vouloir deviennent la même chose dans ce paradigme de pensée. Et c'est le problème. C'est que moi, j'ai pas envie. C'est pas parce que... Le truc, c'est que si croire, c'est vouloir, bah, c'est pas pour autant que si croire, c'est vouloir, que si j'ai pas envie de quelque chose, rien que le fait de dire que j'ai pas envie que ça se passe, si je l'imagine, si j'y crois, si je crois que ça peut se faire, comme que ta volonté soit faite. C'est ça le principe de la conscience qui produit la réalité, que ta volonté soit faite. Donc si tu crois en quelque chose, bah si tu y crois, la conscience va faire en sorte que ça se passe. Il me semble que ça n'a pas vraiment tellement de sens, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui prennent des précautions et qui font attention auraient finalement plus de chances que le malheur qu'ils veulent éviter leur arrive, que ceux justement qui traverseraient tête baissée. Moi j'ai appris, on m'a toujours appris, mes professeurs, à regarder à gauche, à droite avant de traverser, et jusqu'à présent je me suis jamais fait écrabouiller par le 91. Ouais, mais bon, déjà, peut-être que si tu n'avais jamais fait attention, tu ne serais jamais fait écrabouiller, ça c'est une chose, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais déjà, ça, c'est une chose. Mais c'est surtout qu'il y a une différence entre prendre des précautions juste pour prendre soin de soi et prendre des précautions par peur. Si tu es obsédé par une chose, en général, elle arrive. Enfin, Si tu es moi, je suis pas obsédé, d'accord. si tu as une crainte absolue d'une chose, tu ne vois que le danger partout. Tu peux plus vivre et tu crois que tout est contre toi sans arrêt et ça finit par arriver. En général, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça dans mon vécu, dans ceux que j'ai vus, etc. Après, bon, chacun sa vie, hein, mais Non, ça n'arrivera pas parce que précisément tu auras pris tellement de précautions. Par contre, que tu te oui, rendes parce bien qu'elle est persuadée possible. que sa précaution, parce qu'elle croit fermement au fait que sa précaution va l'empêcher de subir sa peur. Sa croyance de la précaution est plus forte que sa peur. Tu renverses bien les choses pour tout ramener effectivement à ta théorie, mais bravo. Bah non, mais ça répond à la question. Si tu es persuadé effectivement encore plus que ta protection va être supérieure à ta peur d'être impacté et que cette protection va t'empêcher d'être impacté, eh ben, c'est la croyance la plus forte qui l'emporte. D'accord. Ok, Puissance. c'est très intéressant en effet.